Bonsoir à tous et bienvenue. Il aurait eu 117 ans aujourd'hui. Ce 18 octobre marque le jour de la naissance du père de la nation. 29 ans après sa disparition, que retiennent les Ivoiriens de Félix Houphouët-Boigny? Nous étions dans les rues de la capitale économique. Le patronat face à la presse ce mardi pour prendre position sur des sujets relevant du secteur privé. Covid-19, guerre russo-ukrainienne ou encore crise dans la sous-région étaient au cœur des discussions. Et puis ils ont subi une intervention médicale qui a mal tourné, mauvais diagnostic, négligence. Quelles sont les causes des erreurs médicales? Quelles sanctions pour les auteurs? Quelles conséquences pour les victimes? Reportage à suivre dans ce journal. La conférence de presse annuelle de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, dénommée le patronat face à la presse, est tenue ce mardi à la Maison de l'entreprise au Plateau. Le président de cette organisation et conférencier du jour a abordé plusieurs sujets relevant du secteur privé, tels que l'impact de la Covid-19 ou encore les conséquences des crises sociopolitiques dans la sous-région. Nedja Edja, Mathieu Rambadé. La crise économique liée à la Covid-19, amplifiée par la guerre en Ukraine, et la situation sociopolitique dans la sous-région ont considérablement marqué le secteur privé ivoirien. En 2020, 37% des entreprises ont connu une cessation d'activité, avec environ moins 25% sur le chiffre d'affaires en raison de la pandémie. Face aux difficultés dans les pays voisins, les entreprises exportatrices ont enregistré une baisse moyenne de 10% sur leur chiffre d'affaires. Autant de contraintes qui ont conduit le secteur privé national à faire preuve de résilience. Nous devons nous changer de paradigme et chercher à capter toutes les opportunités qui se présentent dans ces crises-là. C'est valable pour nos entreprises et c'est valable pour nos États qui conduisent l'ensemble des politiques économiques. En 2020, si la Côte d'Ivoire a pu obtenir une croissance de 2%, là où plusieurs pays ont connu la récession économique, c'est grâce à la concertation publique-privée. Des efforts reconnus, mais qui doivent être renforcés grâce à une fiscalité plus équitable. L'élargissement, c'est vrai, c'est aller vers le secteur informel, c'est important. Mais l'élargissement, c'est aussi amener les autres types d'impôts à jouer davantage leur partition. L'impôt ne doit pas reposer uniquement sur le système productif qui crée la richesse. Le taux de pression fiscale est d'environ 13% en Côte d'Ivoire, avec un taux entre 27 et 33% pour les entreprises formelles, tandis que la norme communautaire est 20%. La première édition de cette tribune, dénommée le patronat face à la presse, a porté sur 3 points que sont la Covid-19, les préoccupations du secteur privé et les suggestions des acteurs du secteur. 18 octobre 1905, 18 octobre 2022, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 117 ans aujourd'hui, 29 ans après la disparition du père de la nation ivoirienne. Que retiennent les Ivoiriens du bélier de Yamoussoukro? Élément de réponse de Nikima Moussa et Fulgence Kissiedo dans ce reportage. Félix Houphouët-Boigny est né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro. C'est lui qui porte la Côte d'Ivoire à l'indépendance le 7 août 1960. Président fondateur, il tracera les sillons de la Côte d'Ivoire moderne. Chef traditionnel, médecin, planteur, Félix Houphouët-Boigny a marqué tout le continent africain. En Côte d'Ivoire, sa mémoire est encore vive chez les jeunes et les moins jeunes. J'ai connu le président Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, il agissait comme un père, un véritable père. Beaucoup de personnes qui nourrissaient. Vraiment, il faisait ce bien-là parce qu'il agissait comme un père. Houphouët-Boigny, c'était un rassembleur, c'était un politicien fin. N'eût été la mémoire de Houphouët-Boigny, je pense que serait dans le chaos. Moi, par exemple, j'ai bénéficié de ses largesses parce que j'ai été au cours à l'INSET en notre temps, à Yamoussoukro. Les jeunes d'aujourd'hui ne reconnaissent pas le président, ne connaissent pas Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny, c'est un homme, c'est l'artisan de la paix. Lui-même, je n'ai pas vu comme ça, comme il se dit, bon, président comme ça. Quand j'étais encore petit. On a tous grandi et puis on a vu tout ce qu'il a construit. Et c'est les gens même qui emploient de lui que c'est lui qui a fait ça. Effectivement, c'est lui qui est le premier président aussi de la Côte d'Ivoire. Voir la télé sur me rappelle qu'il y avait les militaires à gauche, à droite et puis le président passait au milieu. C'est grâce à lui que Yamoussoukro est joli.
Et c'est grâce à lui aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Abidjan. Donc bon, moi c'est tout ce qu'il y a retenu de lui. Surnommé le bélier de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny est décédé à l'âge de 88 ans le 7 décembre 1993, après 33 ans et 10 jours à la tête du pays. Reconnu pour ses valeurs de paix et de cohésion sociale, il aura surtout marqué les Ivoiriens par cette maxime. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Dans l'actualité politique, la candidature dite naturelle de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025 pour représenter les couleurs du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, suscite beaucoup de commentaires, comme en témoigne ce reportage de Pierre Dipomélin et Joseph Sécré. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, est la première formation politique à annoncer au cours d'une rencontre officielle du parti son candidat aux élections présidentielles de 2025. L'ancien président Laurent Gbagbo remet le couvert. Cette fois, il représentera les couleurs du PPACI selon Damana Adjamedar, le secrétaire général de cette nouvelle formation politique, portée sur les fonds baptismaux il y a seulement un an. L'ancien pensionnaire de la prison de Cheveningen-Alaé est présenté comme le candidat naturel du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Pour Blaise Lasme, membre de la direction du PPACI, cette candidature est très attendue par les militants. C'est une aspiration de la majorité des militants du PPACI qui a été portée par le secrétaire général Damana Dia-Picasse. Nous entendons faire du président Laurent Gbagbo notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous entendons nous donner les arguments politiques pour convaincre la majorité des Ivoiriens pour que ceux-là rallient la candidature de Laurent Gbagbo et fassent de lui le président de la Côte d'Ivoire à partir de 2025. Si l'annonce de la candidature de l'ancien chef de l'État ivoirien est exaltée par des Ivoiriens, d'autres redoutent un retour à la case départ avec le scénario de 2010. Oui, moi je pense que c'est un citoyen, il est libre de tout engagement. Soit il prend sa retraite politique, mais c'est lui seul qui apprécie. Si les trois pensent qu'ils ont les capacités de se présenter, qu'ils le fassent et puis on va voir sur le terrain. Bon, je pense que c'est une bonne idée. Ça peut permettre au pays de se réconcilier véritablement, puis d'avancer. Dans la politique, il y a un moment où il faut dire, voilà, les enfants sont là, les petits frères ou petites sœurs sont là. Je pense que pour ces trois personnalités-là, il doit penser à ça. Nous, la jeunesse, nous voulons une nouvelle génération de politiciens. Voilà. Parce que toujours les mêmes. Il faut que la passation soit faite en fait. Bon, je crois que l'heure est venue de changer, de tourner la page, de laisser la jeune génération, que tous les anciens qui ont déjà fait leurs preuves, puissent devenir des conseillers pour les plus jeunes et laisser d'autres personnes gérer. Pour ce député suppléant du RHDP qui prend acte de cette annonce, il indique cependant qu'il est question de renouvellement générationnel. Cette notion doit être entendue par toutes les parties prenantes du jeu politique ivoirien. C'est un parti qui est libre de ses choix et qui peut désigner son candidat à l'élection présidentielle. Si et seulement si cela respecte les conditions d'éligibilité selon la Constitution et la loi électorale. À notre niveau, au moment venu, nous apprécierons en tant que militants parce que le message du renouvellement, pour nous, doit être perçu par tous. Si, au moment venu, nous constatons que les autres anciens sont dans la course, nous apprécions. À 3 ans des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le PPACI est le premier parti politique situé sur le candidat qui va le représenter. Mais le président du PPACI traîne derrière lui une condamnation par la justice ivoirienne dans l'affaire de la casse de la BCEAO lors de la crise post-électorale. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle à la faveur du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais son parti réclame une amnistie afin de permettre à son mentor de s'engager dans la course présidentielle. Et puis c'est bientôt le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. C'est ce que révèle un communiqué ce mardi. Les préparatifs pour le retour du président du COJEP ont donc démarré au sein de son parti avec le premier conseil politique qui s'est tenu samedi dernier à Abidjan. Mardoché Kwasi. En possession de son passeport depuis le 30 mai dernier, le président du COJEP attendait l'accord des autorités ivoiriennes pour retourner au pays. Un accord finalement obtenu le 30 septembre dernier annonce un communiqué du porte-parole du parti. En attendant les derniers réglages, qui vont aboutir à l'arrivée de leur président, la nouvelle équipe dirigeante du COJEP a tenu, samedi dernier, son premier conseil politique.
Entre autres objectifs de cette rencontre, les dispositions pratiques à prendre pour accueillir le président du parti. Le Conseil a entendu le discours d'orientation du président Charles Blé Goudé qui a annoncé l'imminence de son retour au pays natal. Ainsi, en vue de créer les conditions d'un retour à la dimension des nombreux sacrifices qu'il a consentis, le Conseil politique a décidé de lever les cotisations pour chaque responsable du parti selon son grade et sa qualité. Ces fonds seront collectés par un comité de mobilisation des ressources mis en place pour les besoins de la cause. Charles Blé Goudé revient dans son pays sur fond de rassemblement pour contribuer au renforcement de la démocratie et de la paix. Il entend donc, dès son retour, prendre toute sa place pour pleinement jouer sa partition dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, a indiqué le porte-parole du COJEP dans son communiqué. Et avec nous sur le plateau pour commenter ce retour annoncé de Charles Blé Goudé après 12 années passées hors de la Côte d'Ivoire, le docteur Patrice Saraka, porte-parole du COJEP. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. J'espère qu'on aura ce soir l'exclusivité de savoir la date du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie madame. Merci de l'opportunité que vous nous accordez. Il s'agit du COJEP et de Charles Blé Goudé. En nous conviant sur ce plateau pour un entretien. La date du retour sera communiquée très bientôt. En tout cas, aujourd'hui, nous avons fait un communiqué à travers lequel il nous a paru important de dire à la face du monde, à l'opinion nationale et internationale, aux Ivoiriens, aux Africains, et ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour que le retour de Charles Blé Goudé soit une réalité aujourd'hui. Il était important pour nous, à ce stade, de venir leur dire que les choses évoluent bien, que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu, la date du 30 septembre dernier, par courrier, donc de façon formelle, notifier à Charles Blé Goudé et à la direction du parti que tout est mis en place pour que Charles Blé Goudé choisisse librement la date à laquelle il voudrait bien venir en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'information majeure. Est-ce qu'on peut au moins avoir une idée? Est-ce que ce sera avant la fin du mois d'octobre, avant la fin de l'année? On pense qu'on va faire Noël avec Charles Blé Goudé. D'accord. Charles Blé Goudé a été donc acquitté par la CPI il y a 1 an. Il a reçu son passeport en mai dernier. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre le feu vert du président Ouattara pour qu'il puisse rentrer chez lui finalement? C'était important. Charles Blé Goudé est un patriote républicain et, comme le savez, comme tous les acteurs politiques qui sont allés hors de la Côte d'Ivoire dans le contexte de la crise post-électorale de 2010-2011, il a bien fallu que les autorités ivoiriennes donnent leur accord, créent les conditions de leur retour. Charles Blé Goudé n'a pas voulu se mettre en marge de ces pratiques républicaines. Nous sommes à 3 ans de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Son compagnon à la CPI, le président Laurent Gbagbo, a annoncé qu'il sera candidat en 2025. Est-ce qu'il aura en face de lui Charles Blé Goudé? Vous savez, madame, pour l'instant, nous sommes en train de parler du retour de Charles Blé Goudé. Tous les leaders politiques, tous les partis politiques ont leur leader en Côte d'Ivoire. Le COJEP, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 12 ans, est orphelin. Parce que le président du parti, parti en exil au lendemain de la crise post-électorale, a été transféré à la CPI et cela fait exactement 12 ans que Charles Blé Goudé n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous avons fait de cela une priorité, en plus de l'implantation du parti et de l'élaboration de notre offre politique pour les Ivoiriens. Vous savez, c'est ça qui est plus important pour nous. Le président Laurent Gbagbo et son parti politique... La présidentielle n'intéresse pas Charles Blé Goudé? Non, je n'ai pas dit que la présidentielle n'intéresse pas Charles Blé Goudé. Même si Charles Blé Goudé avait l'intention d'être candidat sur ce plateau, je n'allais pas vous le dire parce que nous sommes un parti très structuré, très organisé. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous venons d'un conseil politique qui a évoqué les questions prioritaires. Justement, quels vont être les premiers défis du COJEP à son retour et qu'est-ce qui va changer aussi dans le parti avec la présence physique de Charles Blé Goudé? D'abord, Charles Blé Goudé, il vient pour
s'impliquer, pour prendre sa part, une part active dans le processus de construction de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il est parti de la Côte d'Ivoire sur fond de crise et qu'il était important pour lui de revenir en Côte d'Ivoire sur fond de rassemblement et de paix. Donc il va évidemment s'impliquer de façon très active dans le processus de réconciliation et de paix qui est en cours en ce moment. Et puis après, c'est un parti politique qui vise le pouvoir d'État. On fera de l'implantation que nous avons si bien commencé une priorité. Et puis voilà, on va aller vers les Ivoiriens pour qu'ensemble, dans une approche participative, on puisse élaborer un programme cohérent en conformité avec leurs besoins prioritaires, leurs besoins essentiels. La reconfiguration de l'espace politique ivoirien est marquée par des alliances. Que prévoit le COJEP? Est-ce qu'il faut s'attendre à une prochaine alliance avec le PPACI ou alors le RHDP? Non, les alliances, c'est un sujet dont le parti que je représente ici un sujet que le parti inscrit au centre du débat, certainement, parce que, vous savez, les alliances, ça passe, et puis les problèmes des Ivoiriens demeurent. Et donc, la meilleure alliance pour nous, la meilleure alliance, vrai, on peut faire toutes sortes d'alliances en fonction des idéologies, alliances conjoncturelles, alliances circonstancielles. Mais le plus important, la meilleure alliance, madame, c'est l'alliance avec les Ivoiriens pour que les Ivoiriens portent le COJEP et Charles Blé Goudé dans leur cœur. Cette alliance, nous courons depuis toujours pour qu'elle soit une réalité entre le peuple de Côte d'Ivoire et Charles Blé Goudé. Merci, docteur Patrice Saraka, pour toutes ces précisions sur le retour de Charles Blé Goudé après 12 ans hors de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du COJEP, mais également le secrétaire général de ce parti. Merci d'avoir été avec nous. Merci, madame. Et puis, ils ont subi une intervention médicale qui a mal tourné. Témoignage bouleversant dans ce journal de victimes d'erreurs médicales, mauvais diagnostic, négligence. Quelles sont les causes de ces erreurs? Quelles sanctions pour les auteurs? Quelles suites aussi pour les victimes? Reportage de Mithilène Négré et Joseph Zécré. Solange, Aïcha, Fatou, Rosine sont aujourd'hui handicapées à vie, des suites d'une erreur médicale. Mauvais vaccin, intervention chirurgicale ratée, mauvaise prescription médicale, elles sont toutes ressorties des établissements sanitaires qui les ont accueillies, plus malades qu'en y entrant. J'ai eu la maladie rougeole, donc à force de me soigner jusqu'à... Ils ont fait pour lui aussi, avec les piqûres qu'on m'a fait, c'est ça qui m'a paralysée jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait l'allergie. Une allergie, on appelle ça syndrome de l'AE. Tout le visage était enflé, les yeux étaient sortis, la bouche, tout était plein, tout mon corps. Ils ont fait une première opération. Le moment que les plaies allaient se cicatriser un peu, ils ont dit que non, que c'était pas bien, ça n'a pas été bien amputé. Donc ils ont refait une autre opération. On m'a piqué. On a quitté à l'hôpital, on est arrivé à la maison, il faisait nuit, on s'est couché. Donc le matin maintenant, pour me lever, pour m'arrêter sur mes pieds, je ne pouvais plus. Donc depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est là. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes sont victimes d'erreurs médicales, mais les chiffres officiels sont jusqu'ici méconnus. À plusieurs reprises, l'ordre des médecins a été saisi pour des cas de faute médicale. Des manquements qui, selon le conseiller de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, pourraient s'expliquer par le manque de connaissances et le non-respect du code de déontologie. Avant de demander à quelqu'un de respecter le code de déontologie, cela suppose que le médecin concerné connaît le code de déontologie. Or, malheureusement, beaucoup de nos confrères ne connaissent pas le code de déontologie médicale. Notre boussole, les sanctions peuvent aller d'un simple avertissement, un blâme, d'une radiation, ça c'est
la sanction la plus extrême, quoi. Que faire en cas d'erreur médicale? À qui les victimes doivent-elles se référer pour espérer obtenir indemnisation? Autant de questions auxquelles cet avocat tente d'apporter des précisions. Il convient de souligner à l'attention des victimes que les médecins sont astreints à une obligation de moyens et non de résultats. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas garantir la guérison, ni la promettre. En revanche, ils sont tenus de se donner tous les moyens pour atteindre le meilleur résultat possible. On ne pourra donc pas les accabler parce qu'ils n'ont pas apporté la guérison souhaitée. On pourra cependant les actionner parce qu'ils n'auraient pas fait tout ce qui était susceptible d'être fait pour obtenir la guérison. Il faut des preuves. Lorsque la faute est caractérisée, ou le remède médical est caractérisé, et que l'on a pu établir à partir de l'expertise médicale qu'elle a eu pour conséquence les maux dont se plaignent la victime ou les parents de la victime en cas de décès peuvent espérer obtenir une indemnisation. Si le médecin est reconnu coupable des faits d'homicide involontaire consécutifs à l'acte médical qu'il a posé, eh bien, il pourra s'exposer à une sanction allant de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Pour ces 4 victimes, l'irréparable a déjà été commis. Ces handicaps qu'elles portent à vie désormais leur ont fermé les portes de l'emploi. Elles en appellent à l'aide. Je veux que l'État n'a qu'à m'aider. Pour me donner une maison, je vais rester dedans avec ma maman qui est vieille. Je souhaite avoir une prothèse. Ici ou en Europe, je souhaite avoir une prothèse pour pouvoir marcher comme mes amis, vu même courir aussi comme mes amis. Il y a besoin de magasins, gens ils peuvent me débrouiller pour vendre les trucs dedans, pour faire mes besoins, quoi. Mon grand souhait là, c'est magasin là. Ces victimes en appellent plus que jamais à la prudence des médecins encore en exercice, à la vigilance des patients et de leurs parents, afin d'éviter de détruire d'autres vies à travers de nouvelles fautes médicales qui peuvent conduire directement dans la tombe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Excellente soirée sur les nouvelles chaînes ivoiriennes.